On parle beaucoup de nos jours d'un reset russo-américain, à savoir un rapprochement, tel qu'on peut le voir actuellement, entre l'Amérique de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine. Et beaucoup de spéculations, d'analyses portent sur le sujet. Certains parlent du fait qu'il y a une volonté américaine de détacher la Russie de la Chine. D'autres parlent d'une volonté plus idéologique de copier le modèle autoritaire aux États-Unis de Vladimir Poutine, etc., etc. Alors, sur la deuxième partie, je suis relativement d'accord. Sur la première partie, une volonté de détacher la Russie de la Chine, c'est une analyse qui est possible. Une analyse d'ailleurs qui serait très appréciée par Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain sous Nixon. Mais alors peut-être que c'est vrai, moi je suis en train toujours de me faire ma petite idée par rapport à ça, je lis beaucoup sur le sujet, j'essaye de prendre le pour et le contre, j'essaye de comprendre si oui ou non c'est vrai, mais en attendant je ne suis pas du tout convaincu par l'analyse, pour la simple et bonne raison que je ne vois pas comment ils vont réussir à faire ça, surtout que Trump a priori est au pouvoir seulement que pour 4 ans, et je ne suis pas sûr de voir ce que l'Amérique peut offrir à la Russie en échange de se détacher de la Chine, et surtout la Chine a des moyens de levier de pression assez importants contre la Russie, et Xi Jinping et Poutine pensent sur le temps long et ne vont pas sacrifier leur amitié sans limite, comme ils l'appellent eux-mêmes, pour les beaux yeux de Donald Trump, et je ne suis même pas sûr que le fait de donner l'Ukraine à la Russie serait suffisant pour les Russes d'accepter de se détacher de la Russie. Mais bon, le jour où j'ai une analyse un peu plus formée sur le sujet, j'en ferai une vidéo. Donc c'est pour ça, abonnez-vous, mettez des likes et suivez les vidéos parce qu'on parle ici beaucoup d'actualité, mais on essaye aussi de comprendre les choses sur le temps long, parfois sur le temps court. On fait des réactions par rapport à des news qui arrivent, mais on essaye toujours de les mettre dans un contexte, des perspectives et essayer de les comprendre de manière un peu plus précise. Mais du coup, maintenant, la question qui se pose, c'est que dans ce reset, il y a bien sûr un reset économique et Donald Trump, qui est un grand amateur de deal, a parlé à plusieurs reprises qu'on va faire du business avec la Russie, this is great, this is wonderful, we're going to make a lot of money. Mais la question qui se pose, et c'est vraiment une question légitime, une question que toute personne dans une entreprise doit se poser, est-ce que c'est une bonne idée de faire du business en Russie ? Et c'est la question qu'on va essayer de répondre ici. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine. Et sur cette chaîne, je parle de politique, de relations internationales et de géopolitique. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires. Et proposez-moi aussi des sujets de vidéos, de thématiques qui pourraient vous intéresser, qui parfois peuvent m'échapper. Bien sûr, étant donné que je suis correspondant ici en Ukraine, j'ai tendance à beaucoup parler de ce qui se passe ici, aussi beaucoup parler des relations russo-américaines, de parler de géopolitique de manière générale. C'est vrai que j'ai un peu des blind spots sur certains endroits, Afrique, Amérique latine et dans une certaine mesure l'Asie, parce que ce ne sont pas des régions que je maîtrise très bien pour être honnête. Et la géopolitique étant ce qu'elle est, il faut prendre du temps à la comprendre et c'est compliqué. Mais sans plus tarder, revenons à cette question. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en Russie ? Alors déjà, il faut comprendre que la Russie, les républiques post-soviétiques ont été des terres d'attraction assez importantes pour les investisseurs à la chute de l'Union soviétique dans les années 90. Et comme on l'a dit, dans les années 90, beaucoup d'investisseurs très attirés par les ressources énergétiques que proposait la Russie ont investi de manière massive dans le pays. Et dans les faits, très peu d'événements ont chamboulé leur volonté d'investissement. Que ce soit la crise du rouble en 1998, que ce soit les guerres de Tchétchénie, que ce soit la guerre de Géorgie en 2008, que ce soit même l'annexion de la Crimée et le début de la guerre avec l'Ukraine en 2014, même si en 2014 il y a eu quand même beaucoup de sanctions, mais ça n'a pas empêché ni l'Europe ni les Américains de vouloir investir en Russie et importer des produits russes, que ce soit des produits énergétiques ou par exemple des machines agricoles, des fertilisateurs, etc., etc. Mais c'est vraiment 2022, avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie qui a choqué le monde, qu'on voit vraiment un shift total dans les investissements occidentaux en Russie. Il y a plus de 1000 entreprises qui se sont retirées du pays. Les raisons étaient multiples, les sanctions européennes qui ont explosé, les sanctions américaines aussi, même si c'est quand même beaucoup plus des sanctions européennes que des sanctions américaines. C'est tout simplement lié au fait que l'Europe faisait beaucoup plus de business avec la Russie par rapport à sa géographie, tandis que, bon, rien qu'en 2021, les échanges entre la Russie et l'Amérique, je les ai notés ici, étaient assez dérisoire. Oui, voilà, c'est le commerce bilatéral total des États-Unis et de la Russie en 2021, c'est 36 milliards.
6,4 milliards d'exportations et 29,7 milliards d'importations. Et si on a envie de comparer ça avec un tout petit pays, par exemple, comme la Belgique, rien que la Belgique, les échanges à la même année, commerce bilatéral total avec les États-Unis, c'est 65 milliards. Donc 30 milliards pratiquement de plus que par rapport avec la Russie. Et si on compare ça à l'échelle européenne, alors là, bon, c'est dérisoire. C'est l'Union européenne et les États-Unis, commerce bilatéral, c'est 1000 milliards. Donc 36 milliards, 1000 milliards. Voilà, donc il n'y avait pas non plus énormément de commerce entre les États-Unis et la Russie à cette époque-là, en 2021. Mais il n'empêche que avec les sanctions américaines, les sanctions européennes, etc., 1000 entreprises, plus ou moins un peu plus de 1000 entreprises, se sont retirées du sol russe et ont arrêté d'investir. Alors, ça a permis un effet positif pour la Russie, qui était le développement de son propre commerce. Ils ont développé leur propre par exemple, application VTC, ils ont développé leur propre McDonald's, ils ont développé voilà, leur propre marque de vêtements. Donc ça a permis de stimuler, c'est quelque chose qu'on voit aussi en 2014, de stimuler en fait une production interne pour être un peu plus en autarcie. Après, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas créer en Russie et du coup ça pèse grandement les sanctions. Alors les sanctions, c'est un grand débat, je ne suis pas spécialiste des sanctions, mais on sait que les sanctions font du mal à l'économie russe. Par contre, il n'y a aucune sanction au monde qui peut détruire économiquement un pays. Si vous regardez par exemple Cuba, Cuba a été sous sanction pendant 80 ans, enfin pas 80 ans, mais sous sanction depuis la prise du pouvoir par Castro, Fidel Castro qui est mort, mais maintenant qui est remplacé par Raoul, si je me rappelle bien, il faut que je vérifie ça d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que si on regarde Cuba, Cuba qui est une économie qui est quand même vachement moindre que celle de la Russie, qui est aussi un plus petit pays que la Russie, loin s'en faut, et qui est complètement entouré par la flotte américaine, a survécu. Alors je ne dis pas que les Cubains vivent correctement, mais par contre, oui, donc, Cuba a survécu, donc si Cuba a survécu, la Russie va survivre. Par contre, les sanctions sont là quand même pour entraver la machine de guerre russe, notamment sur les microprocesseurs, sur certaines composants électroniques qui sont utilisés dans la guerre de l'information, pardon, dans la guerre électronique, etc. Bon, ils arrivent toujours à éviter les sanctions et à les trouver, mais voilà, c'est quand même des bâtons dans les roues et ça leur fait du mal quand même, mine de rien, parce que là, typiquement, l'inflation est quand même assez importante en Russie. Ils ont mis les taux directeurs à 21%, donc non, l'économie russe ne se porte pas bien, d'où le fait qu'ils essayent au maximum de lever les sanctions, mais l'économie russe ne se porte pas bien, donc ce serait faux de le penser. Et du coup, est-ce qu'on peut simplement revenir à business as usual avec les Russes, même indépendamment des considérations morales, indépendamment des considérations, je ne sais pas, générales, etc. Est-ce que c'est intéressant pour un investisseur de revenir travailler en Russie? Et l'analyse qu'on peut en faire, c'est que non, parce qu'un entrepreneur a besoin de stabilité dans son commerce. Il a besoin de voir à 10, 15, 20 ans dans ses investissements. Et l'instabilité régnante qu'il y a en Russie ne leur permet pas ça. Et surtout, il y a pas mal de raisons qui montrent que la Russie est devenue un environnement extrêmement toxique pour l'entrepreneuriat et pour le business. Le premier, c'est que la corruption est endémique. La Russie est le 156e pays le plus corrompu sur 180 selon Transparency International. Les entreprises quittant la Russie ont souvent vu leurs biens bradés et confisqués et redistribués à des oligarques proches du Kremlin. Donc grosso modo, je ne sais pas, vous allez monter un business ici, vous vous retirez le temps de voir comment les choses évoluent et entre-temps, en fait, l'État, c'est un peu du communisme d'ailleurs, l'État nationalise vos entreprises et les redonne à ses copains oligarques, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui inspire la confiance des entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup de blanchiment d'argent, de cybercriminalité, de trafic d'armes ou de drogue. Il y a aussi des entreprises qui ont été victimes de raids corporatifs, donc des pressions physiques, des manipulations judiciaires, des extorsions. Des grands projets aussi occidentaux comme ceux d'Exxon ou de Shell qui ont été forcés d'être cédés à Gazprom, qui est la compagnie gazière russe qui appartient à l'État russe. Donc encore une fois, une forme de nationalisation de certains projets. Il y a aussi le cas emblématique de l'entreprise Yukos, dont le fondateur a été arrêté, emprisonné pour avoir critiqué Poutine. Il y a aussi le cas de Ragil Makhanov, qui est le directeur de Lukoil, président de Lukoil, pardon, qui a été retrouvé mort, notamment parce qu'il a été plus ou moins critique à un moment du pouvoir. Donc tout ça, ce qui se passe, c'est que le régime de Poutine avant 2022 n'était pas aussi autoritaire qu'il l'est aujourd'hui.
Alors, ce ne sont pas les libertariens et ce ne sont pas les Américains qui me contrediront ici, mais les dictateurs en général ne sont pas forcément les lieux dans lesquels on a envie de faire du business pour des raisons de corruption, pour des raisons aussi tout simplement de népotisme, des raisons en lien avec la relation qu'on peut avoir avec le pouvoir, etc. Donc, est-ce qu'une entreprise à ce niveau-là a envie de réinvestir dans un climat aussi toxique où il faut montrer patte blanche, il faut dire oui au chef d'État, il faut aussi tout simplement donner des pots de vin à droite et à gauche pour pouvoir s'installer. À titre personnel, c'est pour ça aussi que si reset il y a, les investisseurs attendront quand même quelques années avant de venir s'investir en Russie. Surtout que théoriquement, c'est que s'il n'y a pas une bonne paix en Ukraine, une paix dans laquelle où, on est sûr que ça ne va pas repartir, et pour l'instant, là, on n'est pas du tout sûr du tout, étant donné que pour moi, à titre personnel, le peu de cessez-le-feu de trêve, c'est vraiment de la poudre aux yeux pour l'administration Trump, etc. Parce que le deal sur la mer Noire, ils se sont mis d'accord sur ce qui était déjà, sur ce qui était déjà le cas actuellement, dans le sens où il n'y a pas de combat en mer Noire depuis 1 an et demi, parce que les Ukrainiens ont gagné la bataille de la mer Noire, et que dans le deal qui a été fait entre les Russes et les Ukrainiens avec les Américains, c'est de dire les Russes gardent leur flotte militaire en Russie, et par contre, s'ils essayent de venir en Crimée, nous on les strike. Donc je ne suis pas sûr de ce que ça change concrètement. Mais voilà, tout ça pour dire que s'il n'y a pas de cessez-le-feu qui garantisse vraiment, pour le coup, cette fois-ci, une paix durable, on n'est pas à l'abri que la Russie décide demain de réattaquer l'Ukraine et rebelote, sanctions, guerre, etc. Donc une entreprise va attendre, une entreprise qui s'est retirée de Russie va attendre avant de se réinvestir en Russie. C'est indéniable, je pense qu'il faudrait vraiment être fou pour le faire. Qui plus est dans les questions en lien avec les hydrocarbures, les minerais rares, pour commencer à extraire des minerais rares et en tirer un bénéfice, il faut entre 10 et 15 ans, parce qu'il faut prospecter, trouver, construire la mine, recruter, commencer à forer, et avant de commencer à avoir les premières tonnes de lithium arrivées sur le marché, oui, ça prend 10-15 ans. D'ailleurs, c'est la même chose pour l'Ukraine, je tiens à préciser. Donc on va voir si les Américains vont s'investir aussi en Ukraine, parce que c'est quand même un investissement à long terme qui peut être compliqué. Mais aussi, indépendamment du climat toxique, c'est que les perspectives économiques en Russie sont moins attractives qu'elles étaient avant la guerre. Par exemple, le pouvoir d'achat des Russes est en baisse depuis des années, et qui plus est depuis le début de la guerre. Aussi, il y a les taux d'intérêt, comme on l'a dit, directeurs, qui sont très élevés, les crédits sont rares, les consommateurs se tournent vers des produits chinois de bon marché, donc c'est quand même plus les Chinois qui vont profiter de ça, d'où le fait que je ne crois pas du tout dans la théorie selon laquelle, alors peut-être que l'administration Trump est complètement dans une bulle de vérité alternative, ce qui est complètement possible, je tiens à préciser, mais je pense qu'il faut vraiment avoir une vision stratégique quand même assez amoindrie pour penser pouvoir retirer le marché chinois de la Russie et inversement, et surtout détacher la Russie pour la rapprocher des Amériques. On va voir, je ne sais pas, peut-être que l'article à ce niveau-là sera un peu le commun dénominateur de l'équation, mais pour l'instant, j'y crois pas du tout. Et aussi, le marché est réduit et beaucoup moins rentable. Donc tout ça explique les raisons pour lesquelles je pense que, alors sur un futur lointain, bien sûr que les Européens investiront, les Occidentaux investiront en Russie, parce que la Russie a des ressources d'hydrocarbures très intéressantes pour l'Europe, il y a un savoir-faire, etc. Donc je pense dans le long terme, oui, pourquoi pas. Sur le court terme, j'y crois pas du tout. Et quand je parle du court terme, j'y crois pas à l'horizon 2030-2035, parce que je pense qu'un entrepreneur plus ou moins avisé, qui fait pas de politique, qui s'en fiche si dictateur, pas dictateur, Poutine, crime de guerre, pas crime de guerre, je pense que comme on l'a vu, les investisseurs étaient en Russie depuis 1991, et depuis 1991, les Russes ont quand même commis une flopée de guerres, parce qu'on n'a pas parlé de la Syrie, tiens, on parlera un jour de la Syrie. J'avais fait un reportage, j'étais en Syrie en janvier cette année, c'était très intéressant, beaucoup de sujets justement sur les crimes de guerre russes en Syrie. Mais voilà, les investisseurs ne réfléchissent pas tant de manière morale. Eux, ce qui leur intéresse, c'est stabilité. Est-ce qu'on peut faire du business? Est-ce que c'est rentable? Et est-ce que en fait, mon business ne va pas être foutu à la porte du pays ou forcé par les sanctions de quitter le pays dans 2-3 ans parce qu'en fait, on a une mauvaise guerre, une mauvaise paix, pardon, et que en fait, la guerre va recommencer, que les Russes vont attaquer les pays baltes. Enfin, voilà. Ce sont vraiment des questions que je pense les investisseurs se posent, d'où le fait que je ne vois pas à
court terme d'investissement particulier, ni même des États-Unis, parce que comme je l'ai dit, l'Amérique ne fait pas de business avec la Russie. On est, voilà, comme j'ai dit, 36 milliards d'échanges, c'est pas grand-chose. Et surtout que les Américains sont indépendants d'un point de vue énergétique. Ils ont le gaz de schiste. En plus, Trump est à fond dans tout ce qui est baby drill, drill, baby drill. On essaye de forer au maximum pour faire baisser le prix du pétrole. Ils sont beaucoup plus alliés avec les Saoudiens sur d'ailleurs les questions d'hydrocarbures. D'où le fait d'ailleurs qu'ils étaient un peu emmerdés sur le fait de taper les Houthis en mer Rouge parce que ça fait monter automatiquement le prix du baril du pétrole, etc. Parce qu'ils doivent parler à une base. Donc aussi, ce qui se passe, c'est que les Américains n'ont aucun intérêt à ce que les Européens commencent à réacheter du gaz russe. Alors, Lavrov a dit que peut-être qu'on va réouvrir Nord Stream et qu'il compte sur les Américains pour le faire. Alors, s'il y a bien un truc dans lequel les Américains ont été un peu bipartisans depuis 15 ans, c'est le fait qu'ils ont toujours voulu vendre leur gaz aux Européens et ont toujours vu d'un mauvais œil le fait que les Européens achètent du gaz russe, que ce soit Biden, Obama ou Trump. Donc je ne vois pas vraiment Trump dire, alors à moins qu'on soit vraiment à ce niveau-là dans une forfaiture totale de l'administration Trump, ce qui est possible d'ailleurs, hein, mais je ne les vois pas du tout à titre personnel commencer à dire « Ah bah oui, en fait, on va réouvrir Nord Stream 2, et par contre, notre gaz LNG, on se le met où on se pense, tu vois ». Donc voilà, et étant donné que les Russes vendent surtout des hydrocarbures, c'est quand même la majorité de leur PIB, voilà, c'est pour ça que je suis assez dubitatif. Je ne vois pas en quoi ce que les Américains, enfin, je ne vois pas ce que la Russie a à offrir d'un point de vue commercial aux Américains. Les Américains sont indépendants au niveau de leurs hydrocarbures, ils ont une meilleure technologie, ils ont une meilleure... ils ont un meilleur marché tout simplement et qu'ils n'ont pas vraiment besoin du marché russe non plus, qui n'est pas non plus un marché délirant. Enfin, la Russie, c'est 144 millions d'habitants. Comme j'ai dit, encore une fois, 36 milliards d'échanges en 2021. Est-ce que d'un point de vue horizon 2030, c'est intéressant pour les Américains de s'investir? Je ne suis pas sûr, mais l'histoire nous le dira. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous êtes resté jusqu'ici. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, mettre des likes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.